c'est démarré. Et puis je vais donc lancer un streaming que je vous invite à rejoindre. Même chose, si jamais ça coupe, les problèmes de connexion, bah voilà, vous avez la connexion que vous avez, c'est pas toujours de votre faute d'ailleurs. Donc voilà, j'ai un stream, je vous laisse le rejoindre s'il vous plaît. Et donc, bah, si vous perdez la connexion, moi je suis désolé, je ne m'arrête pas parce que j'enregistre la vidéo pendant ce temps-là, donc histoire que ce soit pas trop long et d'être un tout petit peu efficace. Ok, 10 spectateurs. Bon, vous devriez être une vingtaine, quelque chose comme ça. Donc il manque du monde, je vous demande s'il vous plaît de rejoindre le stream avant que je démarre le cours. J'en profite pour dire deux trois trucs. Le cours, je ne vous le transmettrai qu'à la fin justement de la séance d'aujourd'hui. Parce que j'espère qu'il n'y a pas de coquille, mais en faisant le cours, je vais peut-être me rendre compte encore d'un certain nombre d'erreurs. Donc bon, c'est souvent des petites erreurs d'écriture, mais il faut bien vérifier que tout soit cohérent et que ce soit juste. Si vous n'arrivez pas à rejoindre le stream, alors si ça bug, bon bah écoutez, c'est pas grave, écoutez, je vais quand même démarrer le cours, et puis je vous laisserai regarder la vidéo plus tard, ce sera peut-être plus facile à gérer. Ok. Alors, j'en suis pas là, donc là, ce qu'on va voir aujourd'hui, donc la dernière fois, on a parlé de voilà, d'un algorithme de base, à savoir le parcours séquentiel d'un tableau. Ok. On a vu trois manières on va dire quatre même à la rigueur, de voir ce parcours séquentiel. D'abord en cherchant un élément, ensuite en cherchant le maximum, en faisant le calcul d'une moyenne, et en TD, vous avez travaillé sur un petit algorithme ou une petite fonction justement de calcul du nombre d'occurrences d'un élément dans un tableau. Ok. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros domaine, on va dire, de l'algorithmique. Alors un gros domaine, pas parce que il est très compliqué, au contraire. Enfin, il est suffisamment riche quand même pour pouvoir montrer énormément de choses, et il est quand même suffisamment simple pour pouvoir être abordé, voilà, dans une initiation à l'algorithmique, on va dire. Donc les algorithmes de tri, c'est très simple, hein. En fait, j'ai une donnée. Alors en général, on utilise plutôt des tableaux, hein, qu'on cherche à trier, donc a priori dans l'ordre croissant, mais l'ordre décroissant, ce serait exactement la même chose. Alors on a déjà utilisé en fait des méthodes de tri. Alors quand je dis méthode ou des fonctions, quand on a travaillé donc sur les tables, ok, à partir de fichiers CSV. Et donc on avait deux méthodes justement pour utiliser un tri. Il y avait donc la fonction sorted avec l'accent et la méthode qui était .sort à appliquer sur les listes. Alors la question qu'on peut se poser, c'est justement comment ces deux fonctions méthodes sont-elles écrites en Python. La question, c'est quel est l'algorithme justement qui est utilisé derrière ces deux fonctions. Alors, je ne vais pas y répondre aujourd'hui en fait, en réalité, parce que comment dire, ça c'est un des gros avantages de Python, c'est que l'algorithme qui est derrière justement ces deux fonctions sorties des sortes, c'est en gros, on peut pas faire mieux en termes de tri. Voilà, c'est le plus efficace. Alors le plus efficace avec plein de critères que je ne détaillerai pas aujourd'hui. Mais bon, voilà, il faut quand même savoir que derrière en Python, ce qu'on a déjà utilisé, il y a des algorithmes, il y a beaucoup de théories justement derrière. Et l'objectif de la séance, en tout cas des deux séances qui vont nous occuper prochainement, c'est donc d'étudier, on va étudier deux méthodes, deux algorithmes de tri.
parmi en fait l'ensemble parmi les nombreux algorithmes de tri qui existent. Ok. Et aujourd'hui, explicitement, je vais parler uniquement du tri par insertion. Ok? Alors, de manière générale sur les tris, qu'est-ce que j'ai au départ? Donc j'ai un tableau T, alors je vais utiliser un tableau d'entier. Il faut savoir qu'on pourrait très bien adapter les algorithmes avec des tableaux qui ne sont pas sur des entiers. Mais en fait, c'est pas très important, c'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous intéresse, c'est uniquement l'algorithme. C'est pas franchement le type de données qu'on a. Tant qu'on peut comparer tous les éléments les uns avec les autres, par exemple, on pourrait avoir un tableau de chaîne de caractères, par exemple, et ben l'algorithme s'adapte sans problème. Alors, quelle est la donnée justement de mon algorithme de tri de manière générale? J'ai un tableau T de taille petite n, on a toujours besoin de la taille du tableau, et au passage, je le passerai en argument justement dans la manière d'écrire mes fonctions de tri. Et en sortie, qu'est-ce que j'ai? J'ai le tableau T de taille n avec les éléments de T qui ont été triés dans l'ordre croissant. Donc première remarque, en termes, là en l'occurrence en termes d'espace, je n'utilise pas beaucoup de mémoire en plus, je travaille à l'intérieur justement du tableau T. Alors ça se définit également cette notion-là, mais je n'en parle pas dans le cours, voilà, il y a déjà pas mal de choses à voir aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est que le tri par insertion? Le tri par insertion, c'est en réalité ce qu'on utilise, c'est la méthode de tri. Je dis, c'est le tri du joueur de cartes ou d'un paquet de copies. Alors quand je dis un paquet de copies, j'en avais déjà parlé la dernière fois. L'idée elle est très simple, vous avez un tas. Alors moi je préfère, je vais utiliser le paquet de copies parce que je trouve ça quand même assez intéressant. Vous avez un tas et vous allez prendre justement les copies les unes après les autres. D'accord ? En fait, on a deux tas techniquement. Il y a un tas c'est les copies qui ne sont pas triées, et à gauche, je mettrai justement le tas de copies qui est déjà trié. Alors cette vision-là est très intéressante justement par rapport à ce que je vais présenter aujourd'hui, à savoir, je vais parler d'invariant de boucle. Donc au début, j'ai mon tas qui est à droite. Avec toutes mes copies qui sont dans le désordre, je vais prendre une première copie, je vais regarder le nom justement, et puis je vais la ranger au bon endroit dans le tas de gauche étant le tas de copies déjà triées. Et puis, etc., je prends une nouvelle copie, je vais regarder et je vais l'insérer, insérer au bon endroit dans le tas de gauche. Alors attention, quand je fais ma comparaison avec mes tas de copies, par certains côtés, c'est très bien pour cette histoire d'invariant dont je vais parler tout à l'heure, mais dans l'algorithme, attention, tout ça se fait à l'intérieur même du paquet de copies. Ok ? J'ai pas deux tableaux, c'est ça que je veux dire. Alors, avant de parler de l'algorithme, je vais donc le dérouler sur un exemple. D'accord ? Donc je vais prendre un petit tableau avec des données que j'ai écrites, j'ai pris des nombres au hasard. Alors j'ai quand même mis des répétitions pour voir ce qui se passe. Alors, ce que je vous propose justement de faire, c'est de dérouler cet algorithme sur ce tableau. Donc là, j'ai des entiers. Alors, première étape, je vais donc choisir mon premier élément. Alors ici, je vais essayer de remplir, voilà, justement au fur et à mesure. Première remarque, c'est que au début, en fait, mon élément, le premier élément, je n'ai rien à faire puisqu'il est tout seul. Donc pour le trier, lui, j'ai rien à faire, il suffit de l'insérer. Enfin, j'ai pas d'insertion à réaliser puisqu'il est déjà tout seul. Alors, étape suivante. Donc, je vais recopier, cette ligne-là sur la deuxième. Voilà. Donc celle-ci, c'est déjà trié, donc je n'ai plus rien à faire. Donc mon élément courant, excusez-moi, mon élément courant, c'est 1. Ok. Qu'est-ce que je regarde? Je regarde 1 par rapport à 4. 1, c'est plus petit, donc en fait, il y a deux solutions. La première solution, celle que je vous propose, c'est celle que j'utiliserai justement.
Vous voyez que je suis obligé d'enlever la valeur qui est ici, je vais la stocker temporairement ailleurs, donc là c'est à l'extérieur de mon tableau, mais c'est pas un problème. Cette valeur qui est ici, je vais la décaler et la poser ici. Et cette valeur qui est là, hop, je vais la remettre. J'ai un petit problème de mise en page, mais voilà. Et j'arrive à cet endroit-là. Une fois que j'en suis à cette étape-là, en fait, cette fois-ci, j'ai deux cases de mon tableau qui sont triées. Etc., etc. Je vais donc dérouler, on va dire, un certain nombre d'étapes sur mon tri. Donc là, c'est dommage qu'il ne me recolle pas la mise en page, parce que l'idée, c'est justement de garder cette chose-là. Et là, donc, si vous voulez, là, l'élément courant, c'est celui-ci, que je vais mettre par exemple en orange. Étape suivante, l'élément courant, ça va être un 6. D'accord? Alors le 6, il va falloir que je l'insère au bon endroit. Et bien ici, il s'avère que ça tombe bien, parce que justement, le 6 était déjà au bon endroit, puisqu'il est plus grand que les deux premiers. Donc j'arrive à cette étape-là. J'entends plus. Ah, c'est bon. Ok, donc très bien. Donc je continue. Mon élément courant, cette fois-ci, ici, c'est 4. D'accord? Donc je vais... alors, je vais le mettre en couleur. Je vais respecter les mêmes couleurs. Tac, voilà. Mon élément, c'est 4. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois, en fait, ici, décaler toutes ces valeurs qui sont ici. Je vais les décaler. Alors... non, c'est pas toutes ces valeurs, excusez-moi. Donc je reprends ma méthode. Je prends le 4 qui est ici, je vais le stocker temporairement à un autre endroit. Le 6 qui est ici, je vais devoir le décaler. Et ça me suffit en fait. Donc là, ça va passer en vert à cette étape-là. Ok. Ça me suffit pour aller insérer justement mon élément au bon endroit. Notez que, ça c'est pareil, c'est des choses qui se définissent correctement dans les algorithmes, que je conserve l'ordre quand j'ai des égalités. C'est-à-dire que le premier 4 est... pourquoi il me le met comme ça? Tiens. Voilà. Le premier 4 rencontré était à la première position, le deuxième 4 rencontré était à la deuxième position. Etc. etc. Donc là, j'ai fait une étape de trop d'ailleurs. Parce que ça devrait être la ligne du dessous. Voilà, excusez-moi pour la maîtrise de ces couleurs. Voilà, là c'était... Donc j'avais 6 plutôt ici et mon élément courant c'était 4. Hop, que je vais mettre dans la bonne couleur. Voilà, très bien. Donc j'arrive à cette étape-là. Vous notez que tout ce qui est en vert systématiquement est trié dans l'ordre croissant. Donc mon élément courant cette fois-ci, ça va être un 2. Et donc je vais devoir faire ici, donc je vais enlever ce 2 que je vais stocker temporairement ailleurs. Ici, le 6 qui est là, je vais le décaler parce que c'est plus grand. Le 4 qui est là, je vais le décaler parce que c'est plus grand. Le 4 qui est là, je vais le décaler parce que c'est plus grand. Mon élément 2 qui est ici, je l'insère à la bonne position. Hop. Et ensuite, je mets mon 1 qui était là à cet endroit-là. Donc ça, cette fois-ci, c'est passé en vert. Et donc ici, pardon, l'élément courant, c'était un 2. Ah oui, parce que je l'ai enlevé, effectivement, j'aurais dû le copier. Et la suite du tableau, d'accord, je la colle ici. Bon, voilà ce qui se passe. Donc de proche en proche, il faudrait que je déroule justement chacune des étapes de la même manière. Alors on va peut-être aller un tout petit peu plus vite si ça vous dérange pas, parce que évidemment
Donc là, étape suivante, ça tombe bien, j'ai quasiment rien à faire parce qu'il n'y a que le 9, l'élément courant c'est le 9 et donc il est déjà à la bonne position. Ensuite, ligne suivante, donc l'élément courant ce sera un 3, je crois que j'ai pas pris la même couleur. En fait, je voudrais quand même avoir mon tableau trié entièrement pour expliquer ce qui va se passer à la fin. Donc cette chose-là, hop, je vais donc la coller en dessous. Et donc mon élément courant ici, hop, le 3 que je vais mettre temporairement à cet endroit-là. Ok, et ici je vais donc devoir décaler en fait toutes ces valeurs-là d'un cran. Hop, je vais le faire comme ceci. Vous voyez, ici j'ai fait tout le décalage pour pouvoir insérer justement la valeur au bon endroit. Voilà, avec les problèmes de mise en page que j'ai à chaque fois, ce qui est quand même un petit peu dommage, mais bon, on perd du temps pour pas grand chose. Ok, donc ici j'ai mon tableau, toutes ces cases-là sont en vert. Ici, mon dernier élément, c'est l'élément courant, ici l'élément 11. Hop, ça tombe bien, il est au bon endroit. Donc à cette étape-là, je n'ai rien à faire. Donc je peux passer tout ça en vert. L'élément ici, 5, ici je vais avoir un peu de travail. Je vais devoir rajouter une ligne à mon tableau. En dessous, hop, théoriquement il m'en faut 2. Voilà, donc là, l'élément courant, c'est 5. Donc, en fait, je vais, hop, copier cette chose-là que je recopie ici. Les 6, 9, 11, ça, je dois les décaler. Donc, je les colle à partir de là. Et ça me permet, du coup, d'insérer mon élément 5 au bon endroit. Et ici, cette case-là, elle est en vert. Voilà, et il me reste mon dernier élément à traiter, à savoir l'élément 7. Ok, donc je vais décaler ces deux valeurs-là, hop, d'un cran, pour pouvoir insérer la valeur 7 au bon endroit. Et ici, tout ce qui était avant, je n'ai pas à y toucher, ça reste au même endroit. Et donc, à la fin, ici, bah, j'obtiens bien mon tableau qui est trié entièrement. D'accord? Alors, maintenant, il faut écrire justement cet algorithme. Alors ça, c'était la première méthode justement que je vous proposais. À chaque fois, je décale tous les éléments un certain nombre de fois. Donc si je veux l'écrire correctement, ben, voilà ce que j'obtiens comme, comme écriture d'algorithme. Alors même chose, je rappelle que j'écris en fait les algorithmes sous forme de fonctions. Alors au passage, a priori ici, pourquoi il y a ce terme de procédure? Je vous rappelle, une procédure c'est une fonction en fait qui ne renvoie aucune valeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de return. Alors pourquoi ici il n'y a pas de return? Parce que dans mon tri par insertion, si vous regardez bien ce qui s'est passé dans le tableau, alors il y a effectivement, je suis sorti du tableau à un endroit pour stocker temporairement ma valeur de l'élément courant, mais je n'ai travaillé qu'à l'intérieur du tableau. C'est-à-dire qu'à la fin, justement, alors je vais peut-être faire une capture d'écran justement de ce que je viens de réaliser là pour l'insérer dans le cours. Tout le travail s'est fait justement à l'intérieur du tableau. Donc je n'ai pas besoin de renvoyer les valeurs, en réalité je travaille à l'intérieur de mon tableau. Et ici, alors attention à ce qu'il faut, il faut savoir de quoi on parle. Et effectivement, peut-être que ce que j'aurais besoin quand même, c'est de renvoyer le tableau T, c'est-à-dire le même tableau de départ, mais de manière triée. Hop. Alors j'espère que ça... Voilà. Ok. D'ailleurs, je crois que... Ouais, enfin bon, passons. Je vais réfléchir à cette question-là, justement, est-ce que je mets le return ou pas dans ma fonction.
Alors, regardons l'algorithme plutôt de plus près. Donc pour i de 1 à n-1, ça je vais boucler en fait sur l'ensemble des éléments de mon tableau. Notez que je ne commence pas à 0. Pourquoi? Parce que en fait à la première étape en réalité je n'ai rien à faire. Donc si je n'ai rien à faire, c'est pas la peine de rajouter une étape justement en termes de complexité, une opération de plus ici, ça n'a pas grand intérêt. Mais bon, qu'est-ce que je fais à chaque étape? Donc ici, je stocke temporairement mon élément, à savoir T de I. Bah, vous voyez, première correction, ici c'est un T majuscule, c'est pas hop, un T minuscule. Donc voilà, je stocke temporairement la valeur courante et en fait ce que je vais faire c'est que je vais décaler tous mes éléments de mon tableau jusqu'à ce que, justement, je sois, enfin, tant que les valeurs de mon tableau sont strictement plus grandes que mon élément, eh ben, je vais décaler mes tableaux, mes valeurs du tableau. Donc, comment faire pour décaler les valeurs du tableau? Je vais faire T de J, prend pour valeur T de J-1. Si vous voulez, quand j'ai fait cette instruction-là, je prends une valeur de mon tableau, si je l'affiche ici, je prends une valeur et je la recopie dans la case suivante. Alors évidemment, il fallait déjà mémoriser, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que je mémorise mon élément courant, en fait, le 6, je peux le déplacer ici, le 4, je peux le déplacer ici, jusqu'à ce que je puisse insérer. Enfin, c'est pas la bonne ligne, il faudrait prendre plutôt celle-ci. Hein. Donc je prends 3 justement mon élément courant, je peux décaler le 9, je peux décaler le 6, je peux décaler le 4, je peux décaler le 4, pourquoi? Parce que le 3 a été stocké. Et ensuite je vais insérer justement mon élément 3 au bon endroit. Donc voilà, tant que J est strictement positif, alors évidemment il y a une possibilité, c'est que je décale tous les éléments du tableau. Auquel cas, il faut que je garde la dernière case, si vous voulez, la première case du tableau, celle d'indice 0, pour pouvoir stocker mon élément. Donc tant que J est strictement positif, c'est-à-dire que tant que je ne sors pas de la taille du tableau à gauche, hein, et tant que l'élément de mon tableau est strictement plus grand que l'élément que je viens de sélectionner, et je décale du coup mon élément. Et ici, évidemment, hein, j'ai une boucle tant que J doit prendre pour valeur J-1, c'est-à-dire que je décrémente de 1 à chaque étape. Donc je vais décaler tous mes éléments justement pour pouvoir insérer l'élément E au bon endroit. Et pour pouvoir insérer l'élément E au bon endroit, en sortie, en fait, ici il faut bien comprendre, c'est que J se décale de 1. La valeur J va valoir exactement l'indice de la position à laquelle je dois insérer mon élément E. Donc je fais T de J, prend pour valeur E. Et puis, voilà, ça me permet justement d'insérer l'élément E au bon endroit. Ok, donc ça, cet algorithme, hein, c'est juste la manière de d'écrire justement ce que je viens de vous présenter ici sur cet exemple-là voilà, dans mon tableau. Donc je vais peut-être faire ma capture d'écran. Mon ordinateur est un peu lent là. Je suis désolé. Pour pouvoir l'insérer dans le cours, au passage. Voilà, comme ça vous aurez une version globale. Alors, on a une petite variante justement sur ce tri par insertion qui peut être intéressante justement à programmer spécialement en Python. À savoir qu'au lieu de décaler, si vous voulez, à chaque fois tous les éléments, au lieu de stocker temporairement l'élément courant et de décaler toutes les cases pour ensuite recopier l'élément courant, ce que je peux faire en réalité, c'est faire un échange de 4 avec 6 à cet endroit-là. 6 va passer ici, 4 va passer ici, jusqu'à ce que je sois à la bonne position. Je ne sais pas si vous voyez, peut-être qu'avec ce 3 c'est plus parlant. Le 3, je vais l'échanger avec le 9, donc 9 va passer ici, 3 va passer ici. 3 va échanger avec 6, donc 6 va passer ici, 3 sera ici. 3 va échanger avec 4, 4 ici, 3 ici. Ensuite, j'échange un niveau 3 avec 4, et pour obtenir exactement cette écriture-là. Donc c'est toujours un tri par insertion, mais ça va être intéressant justement
spécialement, alors si je le rajoute dans le cours, c'est pour pouvoir le programmer en Python, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en Python, on a, voilà exemple, hop, je vais le coller ici à cet endroit-là. On a une manière très facile d'échanger deux éléments grâce au tuple. D'accord, donc c'est ce que j'ai écrit ici. Il existe une petite variante à cet algorithme en échangeant l'élément E avec ses voisins plutôt que de stocker temporairement l'élément, décaler toutes les valeurs, puis insérer justement l'élément E à la bonne position. Alors il y a un petit problème sur Discord, j'arrive pas à rejoindre le stream, ça charge pas. Ah bah JB, vous êtes là du coup. Donc hop, je vais vous enlever votre absence, ça sera peut-être plus raisonnable. Est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés? Alexis, non. Et Alicia non plus. Donc rien de nouveau. Tac, je vais couper ça. Donc je répète, hein, pour ceux qui m'entendent, je continue à faire la vidéo quoi qu'il arrive pour pas perdre trop de temps. Alors, comment j'écris cette variante, justement, que je vais appeler tri-insertion 2 pour i de 1 à n-1, donc ça ne change rien, en fait, hein, je vais prendre, j va prendre pour valeur i, et en fait, ce que je veux faire, c'est échanger t de j et t de j-1 jusqu'à ce que t de i soit bien placé. Alors attention, je dis t de i, mais c'est le i, justement, c'est l'élément courant, hein. Donc tant que j est strictement positif, là c'est pareil, et au lieu de comparer t de j-1 avec e, ici je vais comparer t de j-1 avec t de j. Donc tant que l'élément avant l'élément t de j est plus petit, non, je dis une erreur, je sais pas ce que j'ai dit, mais là, à mon avis, c'est une erreur. Tant que l'élément précédent est plus grand que l'élément, et ben si à gauche, si vous voulez, j'ai le plus grand et à droite le plus petit, bah, qu'est-ce que je dois faire? Je dois échanger t de j et t de j-1. D'accord? Et ensuite, je décrémente j de 1 jusqu'à ce que, alors deux solutions, même chose, soit j'ai épuisé, décalé tous les éléments de mon tableau, auquel cas en sortie j'ai j égale à 0, donc voilà, je sors. Soit sinon, justement, bah, y a un moment où les éléments, je les ai échangés jusqu'à ce que ça arrive dans la bonne position. Si ça arrive dans la bonne position, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élément de départ, le t de i, hein, qui est t de j au début de cette boucle tant que, eh ben, va se retrouver à la bonne position. Ok, donc c'est pareil que c'est exactement la même chose, sauf que ici, si vous voulez, j'économise quelques opérations. Alors attention, hein, ici, vous voyez que quand on écrit échanger t de j et t de j-1, ça sous-entend qu'on puisse faire cette opération assez facilement. Donc c'est le cas en Python justement. Donc je pense que je dis ce que je vous ferai faire. Alors pour ces derniers temps, la prochaine séance, en fait, je vais échanger le cours avec le TP-TD. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est plus naturel de voir le cours d'abord et ensuite de le mettre en pratique, de programmer en Python et d'aller voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors, première question, donc je pense que je ferai des modifications, notamment sur cette question de procédure ici. Il faut que je réfléchisse, mais réfléchir en direct live, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a des questions pour ceux qui entendent? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens d'expliquer en termes de tri? Est-ce que l'algorithme au moins est compris? Ok, est-ce qu'il y a des gens qui suivent encore le cours? Si vous pouviez me faire un petit retour, un petit feedback, vu que vous ne pouvez pas parler. Tout est clair, Arthur. Eh bien, écoutez, c'est parfait. Alors, pourtant, il y a des choses qui ne sont pas claires, à mon sens. Mais bon, le coup de la procédure, c'est pas clair, hein. En fait, ça dépend de savoir comment on passe le tableau sous forme d'argument, si vous voulez. J'ai pas compris pourquoi on fait tout ça, mais très bien. Alors pourquoi on fait tout ça? Léonore, l'autre jour, on a trié, hein, sur la table. Quand on avait les fichiers CSV, vous vous souvenez?
Oui, alors le stream marche pas, bon bah ça c'est pas grave. Euh, Ouais, bah, je suis désolé, les conditions sont pas tout à fait idéales. Mais alors ce que je peux faire, c'est enregistrer la vidéo également avant, si ça vous intéresse. Mais alors pendant que vous regardez la vidéo, moi je fais rien, hein. Si ça vous convient mieux, moi ça me dérange pas. C'est ce que, au final, c'est ce que je me dis. Peut-être d'enregistrer la vidéo avant, ce serait pas mal, mais ça veut dire que tout le monde regarde le cours. Et, et voilà, ça va peut-être un peu moins. Enfin, ça se rapproche beaucoup moins, on va dire, d'un cours. Donc j'ai pas de réponse. Moi, je considère que Théo, si vous m'entendez, est-ce que ça vous plairait justement d'enregistrer, que j'enregistre d'abord la vidéo YouTube? C'est mieux le cours comme ça, ok. Bon, bah, on va rester comme ça alors. Alors, Léonore, est-ce que ça vous convient comme réponse quand je vous dis justement on a déjà utilisé des tris et on en a besoin? Ne serait-ce que par exemple sur Excel, hein, quand vous avez un tableau, bah, vous avez besoin d'utiliser des fonctions de tri, hein. Oui ou non, si vous pouviez me répondre, ce serait pas mal. Voilà, vous êtes en train d'écrire. Ok. Donc, alors comment dire? Le tri, je sais que c'est pas une obligation, on va dire, c'est pas une finalité très très enfin, comment dire, c'est pas hyper funky le fait de trier quand même des valeurs. Mais alors première chose, on en a besoin, ça c'est une évidence. Deuxièmement, je répète, c'est le domaine en fait le plus intéressant pour rentrer dans l'algorithmique. Parce que à l'intérieur des tris, je répète, on a une diversité d'algorithmes qui est suffisante et je veux dire, c'est pas des algorithmes trop compliqués. Vous les comprenez tous et en général c'est des algorithmes qu'on applique dans la vie courante, hein. Quand je répète, hein, le premier algorithme là, c'est celui qu'on utilise quand vous prenez votre paquet de cartes et puis vous triez les cartes les unes après les autres, hein. C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Alors si je veux les trier dans l'ordre croissant évidemment, pas par couleur. Voilà. Alors ça c'est la partie, c'était la partie facile d'aujourd'hui, mis à part la petite ombre là sur cette histoire de procédure. J'ai parlé en introduction la dernière fois de la preuve justement d'un algorithme. Et aujourd'hui, c'est la deuxième partie justement du cours. C'est pour ça que on ne traitera que ce premier algorithme-là. Bon, avec ces deux versions, mais c'est pareil. Alors j'encadre celui-ci. Ça, c'est bon pour aller programmer en Python. Mais je raisonne sur mon cours. Je raisonne à partir de celui qui est encadré ici, hein. L'objectif d'aujourd'hui, ça va être de prouver justement ce qu'on appelle la correction de cet algorithme. Alors, c'est là où on va rentrer justement un petit peu dans des notions encore plus théoriques. Bon, encore plus théoriques, vous verrez que l'objectif c'est quand même d'essayer de faire passer la pilule. Donc a priori, quand j'ai mes algorithmes de tri par insertion, bah moi je l'ai déroulé, hein, sur mon exemple tout à l'heure, bah a priori ça marche. Alors je pourrais le tester sur un deuxième exemple. Bon bah voilà, ça marche toujours, je suis content, etc. etc. Alors je vais faire un petit parallèle avec le cours de maths évidemment, mais donc les algorithmes de tri par insertion fonctionnent. Ici il y a une belle faute, voilà, que je vais corriger en live. Donc on dit que cet algorithme est correct. Alors quand je dis correct, c'est pas au sens il est juste, mais on parle d'un algorithme correct, on va parler de la correction d'un algorithme. C'est justement le fait que cet algorithme donne bien le résultat. Alors, ce que je dirais, c'est que multiplier les exemples qui fonctionnent, ça ne veut pas dire justement que mon algorithme est correct, hein. C'est pas parce que j'ai quelques exemples qui fonctionnent. Alors, je pourrais faire un petit parallèle avec l'actualité en ce moment sur la reprise des écoles. Alors, c'est une petite anecdote, hein, il n'y a aucun détail, enfin dire, considération politique derrière, mais notre ministre, Jean-Michel Blanquer, justement sur la réouverture des écoles, a dit ça se passe bien à quelques endroits, donc il n'y a pas de raison que ça puisse pas se faire partout. Alors cette phrase a été particulièrement raillée, notamment par les informaticiens et profs de maths. Pourquoi? Parce que d'un point de vue de la logique, eh ben, ça pose un gros problème.
Si vous voulez, c'est pas parce que ça fonctionne à quelques endroits que ça peut fonctionner partout. Et ben ici, c'est exactement ça. C'est pas parce que ça fonctionne sur quelques exemples que ça fonctionnera tout le temps. Donc en maths, hein, vérifier une propriété sur un exemple, ça n'a pas valeur de démonstration. Ici, on a exactement la même chose. Donc, on va essayer de montrer la correction justement de cet algorithme. Alors, pour démontrer, si vous voulez, hein, la correction de cet algorithme, on va utiliser un outil très particulier qui est intéressant ici, si vous voulez, c'est ce qui est affiché en vert. Ce qu'on appelle cet élément en vert, c'est ce qu'on appelle un invariant de boucle. Hein. Donc évidemment, quand j'ai une séquence d'instructions, la démonstration reste beaucoup plus facile, mais quand j'ai des boucles, eh ben, on a une méthode de démonstration qui est très particulière. On utilise ce qui s'appelle un invariant. Alors un invariant, là, ici, ça porte bien son nom. Un invariant, c'est quelque chose qui ne va pas varier. Alors, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, hein, c'est pas bien, voilà. Mais ce qu'on appelle un invariant de boucle, c'est une propriété qui est vraie, en fait, avant et après chaque itération. Ok? Voilà ce qu'on appelle un invariant de boucle. Donc c'est une propriété qui va être valable au début de l'itération et qui sera valable après, à la fin de l'itération, justement, à la fin de la boucle. Ok, bon, donc ça va, on arrive à comprendre ce qui se passe. Maintenant, quel est l'invariant, justement, de notre algorithme? En fait, sur le tableau T, on va le diviser en deux parties. Ici, alors hop, il y a une petite erreur, voilà pourquoi je ne vous le donne pas directement, parce que sinon je vais vous donner un cours qui est faux avec plein de coquilles. Donc ma première partie, c'est qui contient les éléments d'index ou d'indice ici. Je vais plutôt parler d'indice, si mon ordinateur veut bien terminer la sauvegarde. D'indice, donc 0 à n-1, à i-1, pardon. Voilà. Alors ce que je noterai, alors c'est une notation qui est en fait tout à fait standard, t entre crochets 0 jusqu'à i-1. D'accord? Il manque un petit point ici également, parce qu'a priori c'est 3 petits points. Donc c'est une notation qu'on utilise très souvent en maths ou en algorithmique, peu importe. Hein, hop, je vais corriger ici également. Donc ça correspond à quoi? Si vous voulez, à chaque étape, mon élément courant, c'est l'élément i, hein, que j'ai mis en orange ici. Et donc le tableau t de 0 jusqu'à i-1, eh bien, ça correspond justement à tout ce qui est vert. Toute la partie du tableau en vert. Et la deuxième partie, bah, c'est celui à partir d'indice i jusqu'à n-1. C'est donc la partie qui est blanche ici et orange. D'accord? Voilà pourquoi j'ai collé justement à l'intérieur pour pouvoir y faire référence. Et donc ma deuxième partie qui contient le reste du tableau, indice de i à n, voilà, même chose, moins 1. Alors ici j'ai plein de décalage sur le cours parce que en fait tout dépend à savoir à partir de quand, de quel indice on numérote les valeurs de mon tableau. Donc moi je reste à partir de 0. Voilà, et du coup il faudra que je vérifie tout ce que je raconte. S'il y a des erreurs, vous êtes pris de me le dire. Ok, donc mon invariant ici, quel est mon invariant de boucle? C'est le tableau T de ici 0 i-1, il est trié. D'accord? C'est-à-dire que la partie verte dans mon tableau, ici, à chaque étape de mon algorithme, elle est triée. Alors évidemment, j'ai préparé le terrain, hein, si vous voulez, quand j'ai déroulé mon algorithme. Le fait justement de colorier ces cases en vert au fur et à mesure, en fait, ça va nous permettre de comprendre quel est cet invariant de boucle et comment le démontrer justement comment démontrer la correction de l'algorithme. Ok? Alors je vais faire un petit peu de théorie également, en fait. Je vais devoir vous parler de méthode de démonstration, on va dire, que vous retrouverez d'ailleurs pour ceux qui continueront la spécialité maths l'année prochaine. Alors je ne sais pas si ça se fait en maths complémentaire, parce que je n'ai pas trop épluché les programmes, je vous avouerai, contrairement au programme de NSI de terminale.
Donc, cependant, ceux qui continueront la spécialité maths l'année prochaine, vous retrouverez justement ce type de démonstration qui s'appelle la démonstration par récurrence. Alors ici, nous, techniquement, c'est pas forcément nécessairement une démonstration par récurrence parce que j'ai pas un nombre infini de valeurs. Voilà. Bon, cependant, j'en ai quand même beaucoup et les principes de la démonstration sont exactement les mêmes. Donc, j'ai trois étapes dans cette démonstration, dans cette preuve de la correction de l'algorithme. La première étape, ça va être l'étape d'initialisation. L'initialisation, c'est quoi? Je vais démontrer que mon invariant de boucle, eh ben, il est vrai au départ, au début, d'accord? Avant la première itération de la boucle. Ensuite, j'ai une propriété d'hérédité. La propriété d'hérédité. Alors pourquoi j'utilise hérédité? Là, ici, alors il n'y a que la dernière ici, hein, la terminaison ici, ça c'est quelque chose qui est très spécifique justement à l'algorithmique. Donc ça, vous verrez que dans une démonstration par récurrence, je n'ai pas tout à fait la même chose, c'est beaucoup plus facile. Mais ici, j'ai utilisé le même vocabulaire. L'hérédité, c'est quoi? Je dois démontrer que justement, si mon invariant est vrai avant une itération de la boucle, eh ben en fait, ça reste vrai à l'itération suivante, ou avant l'itération suivante exactement. Donc soit après l'itération, soit avant l'itération suivante. On essaye justement de rester ici toujours en début d'itération. Et la terminaison, alors la terminaison reste quand même quelque chose d'important, surtout quand on fait de l'algorithmique. Alors on a tous été confrontés, et on l'utilise d'ailleurs en programmation, ce qu'on appelle des boucles infinies. Une boucle infinie, par principe, bah justement, ça ne s'arrêtera jamais. Donc ici, quand j'ai un algorithme et que je veux obtenir le résultat, eh ben, il faut déjà, que je démontre que les boucles vont s'arrêter. Et deuxièmement, que à la fin, justement, mon algorithme, mon invariant est encore vérifié à la fin. Ok? Donc une fois la boucle terminée, l'invariant fournit une propriété utile pour aider à montrer la correction de l'algorithme. Ok? Voilà, donc ça reste très théorique, mais l'objectif, alors, sachez que si vous voulez faire de l'informatique, là, ce qu'on est en train de faire ici, c'est un cours on ne peut plus standard, on va dire, d'informatique. Si vous comptez aller en classe préparatoire, que vous gardiez d'ailleurs la spécialité NSI ou pas, vous allez manger ce genre de considération justement dans le cours d'informatique en prépa. Donc ce sont des notions que vous allez rencontrer plus tard. Donc si ça vous paraît très compliqué, alors après il faut tempérer un tout petit peu parce qu'effectivement si vous faites un IUT en informatique, en web design par exemple, je pense que vous n'irez pas faire forcément des cours d'algorithmique et de complexité. Mais bon, pour tous les autres, en fait, si vous continuez à faire de l'informatique, ces notions-là, elles sont vraiment fondamentales et font partie justement des cours standards. Je vous dis ça parce que j'ai une élève justement qui est en classe préparatoire à Mono, juste à côté, qui était une très bonne élève, hein, pas de problème, qui a fait spécialité maths justement avec l'ancien système, et donc il n'avait pas fait l'ISN de l'époque, et qui se retrouve avec des cours d'informatique et en fait le passage on va dire de pas d'informatique du tout en terminale à des cours d'informatique en prépa, c'est quand même assez compliqué, voilà. Et du coup, le fait d'avoir déjà vu ces notions-là sur des exemples pas trop compliqués, en fait, c'est vraiment un avantage pour vos études supérieures, quelles que soient les études supérieures que vous alliez faire de l'informatique ou pas. Bon voilà, parenthèse fermée. Allons-y. Donc je reviens justement à cette démonstration. Ben, je vais devoir réaliser chacune de ces trois étapes sur mon algorithme justement de tri par insertion. Donc la première étape, c'est l'initialisation. Donc avant la première itération, donc ici attention, hein, ma première itération, je commence, i prendra pour valeur 1. D'accord? Donc avant la première itération, alors quand je dis avant ici, je triche un tout petit peu parce que i vaudra 1 à l'étape strictement suivante, mais quand j'écris, alors ici justement il y a des petites erreurs à corriger, c'est t de 0. Voilà.
Quand je prends i pour valeur 1, en fait le tableau t de 0 jusqu'à i-1, il n'y a que t de 0. Donc ça contient qu'un seul élément. Donc si j'ai un seul élément, et bien évidemment c'est un élément qui est trié. D'accord? Donc quand je dis trivial, c'est une propriété qui est évidente. Voilà, c'est un synonyme de évident qu'on utilise très souvent en maths. Donc voilà, l'initialisation, avant la première itération, j'ai mon invariant qui est vérifié. Ensuite, hérédité. Qu'est-ce que je dois démontrer? Alors ici, c'est des méthodes qui sont très particulières, hein. On est très loin quand même des mathématiques, on est à la fois très rigoureux, mais cette étape-là, ici, il faut je vais rester un tout petit peu vague quand même. Qu'est-ce que je dois démontrer? Je dois démontrer justement que dans cet algorithme, si en fait mon tableau T est trié justement à l'étape K, j'en sais rien, et bien à l'étape suivante, justement, mon tableau sera déjà trié. Il restera trié. Alors, donc je dois montrer que mon invariant est conservé au cours d'une itération. Donc si l'invariant est vrai en début d'itération, donc début de la boucle pour, il reste vrai à la fin de cette même itération. Alors, il faut aller analyser en fait ce que fait la boucle pour. Alors évidemment, le fait de l'avoir déroulé, c'est quand même beaucoup plus facile, mais donc là, je me base sur l'algorithme qui est encadré, hein, pas celui où on échange. C'est celui où on décale. En fait, je fais quoi? Je déplace, alors j'ai la boucle J, la deuxième, hein, mais ça me permet de déplacer les éléments T de I-1, T de I-2, T de I-3, mon élément courant étant T de I, je rappelle. Donc je décale tous ces éléments-là d'une position vers la droite, jusqu'à ce qu'on leur trouve la bonne position pour T de I. D'accord? Après ces décalages vers la droite effectués, on insère la valeur T de I au bon endroit. Alors ici j'explique les choses en français, mais au cours d'une itération de la boucle, alors c'est pas la boucle 1, c'est la boucle pour, d'accord? Nous passons donc d'un tableau T de 0, I. Alors ici, je m'arrête bien à la valeur I, hein, c'est-à-dire je prends l'élément courant. Avec mon élément courant, justement, au début de la boucle, eh ben, c'est non trié parce que les valeurs de 0 à I-1 sont triées, mais la valeur T de I n'est pas placée au bon endroit. Donc voilà, mais à la fin de l'itération, justement, l'élément T de I, lui, il a été placé au bon endroit. Et deuxième remarque que je dois faire, donc en fait, hein, à la sortie, hein, c'est un tableau qui est bien trié. Et deuxièmement, le T de 0 jusqu'à I, alors ici je l'ai écrit en français, hein, mais ça va correspondre, ça devient le tableau de taille d'indice 0 jusqu'à I-1 à l'itération suivante. Alors là, je reste très voilà, je ne rentre pas trop dans les détails, mais si vous voulez, j'augmente, hein, j'ai rajouté un élément de plus dans mon élément trié. Et donc au début de l'itération suivante, t de 0i-1, ben, c'est le t de 0i de l'itération précédente. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous faire comprendre, c'est-à-dire que j'ai augmenté la taille de 1. Si vous voulez, si je reprends mon tableau ici, hein, donc si je prends cette étape-là, là, 1, 4, 6, 4, ça c'était de 0 jusqu'à I étant l'élément courant à cet endroit-là. À l'étape suivante, eh ben, les mêmes éléments de 0 jusqu'à I, ils sont bien triés, mais si je prends l'étape correspondante, c'est du T de jusqu'à 0 jusqu'à I-1. Voilà, sur l'itération suivante. J'espère que j'ai réussi à expliquer un petit peu ce que je veux raconter. Enfin voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut affirmer que si l'invariant, le tableau T de 0i-1 est trié et vrai avant une itération de la boucle pour, eh ben il le reste avant l'itération suivante. Donc j'ai démontré l'hérédité. Il me reste maintenant à démontrer la terminaison. Alors la terminaison, j'ai deux types de boucles dans cet algorithme, c'est assez intéressant parce que j'ai une boucle tant que, donc une boucle tant que, par principe, ici, je pourrais avoir une boucle infinie. Donc ici, je vais m'attarder un petit peu particulièrement à démontrer que cette boucle s'arrête. La boucle pour, c'est un peu moins compliqué, hein, puisque par principe et par construction même de la boucle pour, ben, il y a un moment où elle s'arrête, forcément. Enfin, sauf si je manipule des valeurs i
si j'effectue des opérations sur i, ce qui n'est pas le cas à l'intérieur, d'accord? Ce que vous avez tendance à faire certains, mais il faut absolument se méfier d'un point de vue, on va dire, d'un point de vue de rigueur par rapport à la programmation. Ok? Alors, la terminaison. Ma boucle tant que, justement, se termine à chaque étape. Alors pourquoi elle se termine à chaque étape? Parce que ici j'ai bien cette instruction j prend pour valeur j-1. Quand je fais cette instruction là ici, je ne fais que décaler deux valeurs dans le tableau, donc je n'ai pas à modifier la valeur de j. La seule modification de la valeur de j, c'est en faisant j prend pour valeur j-1. Donc au début j prend pour valeur i, c'est-à-dire un entier, mais vu que je décrémente de 1 strictement à chaque fois, cette boucle tant que, elle va bien s'arrêter à chaque passage justement dans cette boucle. Donc il y a peut-être plus d'étapes, évidemment, mais à chaque fois justement, voilà, donc j décrémente de 1, donc cette boucle tant que, elle s'arrête, c'est pas un problème. Ensuite j'ai la boucle pour qui se termine avec i qui vaut n. Alors attention, quand je dis i qui vaut n, il faut être un petit peu minutieux sur ce que je raconte. Évidemment, quand je prends i prend pour valeur de 1 à n-1, ici, la dernière valeur prise par i, c'est bien n-1. Comment dire? Si vous voulez, c'est une histoire de cohérence par rapport à mon tableau. En fait, quand j'augmente ici les valeurs de 1 en sortie d'algorithme, i vaudra n. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est comme si quand je fais une boucle tant que, quand on calcule les complexités, c'est ce que je vais faire juste après, il ne faut pas oublier le dernier test, justement, qui va me permettre de sortir de la boucle. D'accord? Donc, i vaut n. Ok? Donc, dans l'invariante boucle, si j'obtiens justement, je remplace i par n, j'obtiens t de 0 jusqu'à n-1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, ici, quand la boucle se termine, mon tableau, blablabla, voilà, là c'est de la paraphrase, donc mon invariant se transforme en le tableau t de 0 n-1 est trié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, en sortie de mon algorithme, j'ai l'intégralité des valeurs de mon tableau qui est trié. Donc le tableau d'origine est donc maintenant trié. Ok? Voilà, donc c'est une première initiation, mais sachez que en fait on verra deux types de manières de démontrer justement la correction d'un programme ou d'un algorithme. La première façon, c'est avec ces invariants de boucle, qui est la méthode en général la plus classique. Il y a une deuxième méthode en utilisant des variants qu'on verra sur un autre type d'algorithme. Ok? Alors, ce qu'il me reste à faire pour aujourd'hui, c'est... Alors, je vais peut-être m'arrêter 2 secondes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que je viens de raconter? Parce que, à mon sens, il devrait y en avoir beaucoup des questions ou des choses qui ne sont pas très claires. Vous avez à moitié compris, Bilal. Ok, très bien. La question, de toute façon, vous allez jeudi, vous allez travailler sur ça. Hein, avec le deuxième algorithme de tri. Pareil. Bon. Le contraire m'étonnerait. Hein. M'aurait étonné. Comment on démontre l'hérédité? Alors, en fait, vous n'avez pas compris comment on démontre parce que, en fait, c'est quelque chose qui est très très différent d'une démonstration en maths. Si vous voulez, il faut aller comprendre quelles sont les opérations, il faut analyser. Alors ici, les opérations ne sont pas très très compliquées, hein, mais en fait, j'analyse chacune des opérations que j'ai à l'intérieur de ma boucle. Donc je répète, ici, cette instruction-là, t de j prend pour valeur t de j-1, ça me décale en fait des valeurs vers la droite.
et ici je décrémente J de 1. Ok, donc ce que j'ai fait ici, tant que t de J-1 strictement supérieur à mon élément, c'est-à-dire que tant que l'élément à gauche, alors si je prends là, hein, je prends mon élément courant, c'est 3. Je regarde l'élément d'à côté, 9. Est-ce que c'est plus grand que mon élément? Oui, donc ce 9 là, je vais le déplacer, je vais le mettre ici. Sachant que le 3 a été stocké dans cette variable E, hein, donc ici, je peux recopier, mettre le 9 à cet endroit-là. Ensuite, le 6, justement, il est là. Le 4, il est là. Le 4, je le décale là. Et j'atterris à cet élément-là. Donc le 2, 3, c'est pas plus... Enfin, le 2 n'est pas strictement plus grand que 3. Donc je sors de cette boucle-là. Et qu'est-ce que je fais justement dans cette instruction-là? Mon élément E que j'ai stocké temporairement, je vais aller l'écrire à cet endroit-là. Donc Maxime, si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans cet algorithme, dans chaque passage de ma boucle, c'est-à-dire tout ça, il faut que j'analyse en réalité quelles sont les opérations qui sont effectuées. Donc j'analyse chacune des opérations, je décale donc un certain nombre d'éléments. Là ici je raisonne sur un exemple, mais mon raisonnement il est valable quel que soit justement l'exemple choisi, hein. Je décale un certain nombre d'éléments par ces instructions-là, et je me décale de 1 à chaque fois, et j'insère mon bon élément au bon endroit. Donc si vous voulez, si je regarde par rapport au tableau, je vais aller prendre le tableau d'origine, voilà. Quand je suis à cette étape, alors je vais prendre une étape où il se passe quelque chose. Ça, c'est donc mon tableau ici avant l'itération. D'accord? Donc si je le prends concrètement, c'est même celui-ci, hein. Je prends tout ce tableau-là avec l'indice I. Donc cette partie-là est déjà triée, mais celle-ci n'est pas triée. C'est ce que j'explique, hein. T de 0 jusqu'à I, ça passe d'un tableau non trié. À l'étape suivante, qu'est-ce que j'ai fait, hein? J'ai décalé le 9, j'ai décalé le 6, j'ai décalé le 4, j'ai décalé le 4 et j'ai inséré le 3 au bon endroit. Donc si je fais chacune de ces opérations-là, décaler et mettre l'élément au bon endroit, et bien en sortie, vous voyez, ce même tableau-là, ligne d'en dessous, il était non trié à cette étape-là, maintenant il est trié. Ok? Donc là, ce que je viens de démontrer, c'est l'hérédité, c'est-à-dire que si mon tableau T de 0 jusqu'à I-1 était trié à l'étape, avant une itération, et ben à la fin de l'itération, il reste trié. Alors, c'est de la paraphrase, hein, avec ce que j'ai écrit dans le cours, hein, mais j'espère que ça vous aide un tout petit peu, Maxime, à comprendre ce que j'ai raconté. Donc, ce qui est raconté là. Donc, vous voyez, c'est ce que je dis là, hein. Donc, globalement, que fait la boucle pour, hein? Elle permet de déplacer les éléments T de I-1, T de I-2, donc tous les éléments précédents, jusqu'à ce que je puisse, d'une position vers la droite, jusqu'à ce que l'on trouve la bonne position pour T de I. Alors, je dis pas le contraire, que ici, je fais pas un calcul, vous voyez, je fais pas des choses en maths, hein, mais j'évalue chacune des instructions qui sont dans mon algorithme. Donc après ce décalage vers la droite, on insère la valeur T de I au bon endroit. Donc au cours de toute cette boucle pour, je suis passé de T de 0I à un tableau qui était non trié à un tableau trié. Donc ça veut dire que c'est bien héréditaire. Okay. Et alors là, ce que je dis, c'est le tableau T de 0 jusqu'à I, c'est le T de 0 I-1 au début de l'itération suivante. D'accord? Ok, bon, j'espère. Alors, si vous voulez, je vais faire un petit comparatif avec une démonstration que vous avez vue en spécialité maths cette année. La première fois qu'on vous avait fait la démonstration de la forme canonique, alors je ne sais pas comment votre prof de maths vous l'a présenté, mais la première fois qu'on voit une démonstration d'une forme canonique, en général, ça passe mal, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors c'est vrai que du coup, on va dire que si on fait la démonstration de la forme canonique directement sans traiter d'exemple, comment ça s'est passé chez vous, tiens, dans votre cours de maths cette année? Je veux voir un petit peu des témoignages. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire là, tout le monde?
Arthur, tiens, voilà. Alors Arthur, j'espère que vous n'allez pas me dire que... Ouais, non, c'est bon, j'ai tout compris, c'était facile. Mal, voilà, merci Arthur. Difficile Enzo, voilà. Merci, donc c'est bien. Vous êtes des êtres humains, des élèves normaux. Là, il y a beaucoup de... On n'a rien compris, voilà, Maxime, très bien. Ma moyenne a chuté, ok. C'était incompréhensible. Léonore, là, ça m'intéresse beaucoup. Quand vous dites c'était incompréhensible, mais en plus, je crois qu'il s'était trompé. Bon, alors ça, je veux pas savoir, hein, merci. Alors, moi, ce qui se passe en général, c'est que... alors, si ça l'est toujours, Enzo, en fait, il faut revoir ça, parce que franchement, c'est quand même quelque chose de pas très très compliqué. C'est un peu plus de... surtout dans les exemples, c'est un peu de la bidouille, mais en fait, voilà, ça marche très très bien. Alors, moi, quand je fais ce cours de maths, en général, je fais la démonstration, les élèves ne comprennent rien. Donc voilà, c'est pas spécifique à votre prof de maths, hein, c'est un peu toujours pareil. On comprend en général toujours rien la première fois, la deuxième fois on comprend un peu rien, mais on se rend compte que bah, c'est toujours la même chose. Et puis au bout d'un moment, eh ben, on sait faire. D'accord? Donc Enzo, si vous voulez, je peux vous prendre 10 minutes... 10 minutes, un quart d'heure justement sur plusieurs exemples pour savoir traiter les formes canoniques. Bon voilà, et si vous voulez, ici c'est exactement la même chose. La première fois qu'on voit un invariant, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très très facile à digérer, et puis après au bout d'un moment on le fait une fois, deux fois, trois fois, et puis après on a fini par avoir l'habitude. Et alors après il y a la manière de comment on rédige, il y a plus de détails on va dire techniques, mais voilà, pour l'instant c'est votre premier invariant. Je vous ferai travailler justement jeudi sur un deuxième invariant, enfin sur le deuxième tri. Et voilà, ce sera à vous d'essayer d'expliquer les choses correctement, à savoir traiter l'initialisation, l'hérédité, la terminaison, sachant que l'invariant ici, il n'y aura pas grand chose à raconter ce ne sera pas très 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 différent. C'est juste cette hérédité qui sera un petit peu différente. Ok? Donc si ça passe pas mal, et si ça me passe mal, je veux dire, si vous n'avez compris que la moitié de ce que j'ai raconté, ça n'est pas étonnant. Voilà. Alors, ce qu'il me reste à faire... Oui, oui, j'ai bien compris que vous parliez des cours de maths, hein. C'était incompréhensible. Donc Enzo, au passage, allez voir les vidéos d'Yvan Monca, justement, où il explique, il fait la même chose qu'en cours, hein, mais en général, c'est le fait de pouvoir le voir plusieurs fois, sur plusieurs exemples, expliqué par quelqu'un d'autre, ça passe toujours mieux que par son propre prof de maths, parce que son propre prof de maths est toujours quelqu'un de méchant. Voilà, c'est normal, hein, il est responsable de plein de difficultés en classe. Voilà, donc trêve de parenthèse. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'évaluer la complexité de mon algorithme. Ok. Alors, hop, je vais cacher cette chose-là. Donc, ce que stipule le programme, et c'est donc ce que nous allons faire juste après. Donc, la terminaison de ces algorithmes est à justifier, vous voyez, hein, ici. Hein, donc, voilà, ça fait partie donc d'écrire un invariant de boucle qui prouve la correction des tris par insertion, par sélection. Donc nous on vient de faire le tri par insertion. Le tri par sélection, je vais en parler, bon, je sais pas si je vais le présenter aujourd'hui, et puis ensuite vous travaillerez dessus. C'est vous qui ferez cette partie justement d'invariant jeudi en TD ou en séance d'exercice comme vous voulez. C'est pareil. Enfin TD TP un peu. Donc on montre que leur coût est quadratique dans le pire des cas. Donc ce que je dois vous montrer, quadratique, je rappelle, c'est que c'est, alors je vais dire, c'est de l'ordre de n au carré. Alors ce qui m'intéresse davantage, je vais revenir peut-être justement à cette partie-là, c'est, à votre avis, qu'est-ce que c'est que le pire des cas pour mon tri par insertion? Et ça, je ne veux pas en parler. Avant, je voudrais vous poser la question, justement, qu'est-ce que c'est que le pire des cas pour mon tri par insertion? Alors le pire des cas, je rappelle en termes d'algorithmique, ça va être le cas qui va me demander un maximum d'opérations.
Alors, je vous écoute. Voilà, donc il y a des gens qui sont en train d'écrire, c'est parfait. On a 2 propositions, on va voir ce que j'aurai comme proposition. Alors tiens, je vais énormément de valeurs triées par ordre décroissant. Alors énormément de valeurs, non Arthur, parce que évidemment je vais comparer quel est le pire des cas pour un certain nombre de valeurs données. C'est-à-dire que si je rajoute des valeurs, évidemment c'est plus compliqué, mais c'est plus le pire des cas, c'est juste que vous augmentez la taille de la donnée. Le pire des cas, c'est si j'ai plein de tableaux de taille 10, par exemple, comme dans mon exemple, j'avais combien de cases, tiens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui c'est bien ça. S'il y a des nombres négatifs. Alors pourquoi ce serait plus compliqué, Maxime, s'il y a des nombres négatifs? Ça coûte pas plus d'opérations si vous voulez. Hein. Une comparaison, ça vaut autant qu'on ait des nombres positifs ou que des nombres négatifs. Ah, j'attends une réponse. J'aimerais bien savoir pourquoi, à votre avis, voilà, merci. Pourquoi, à votre avis, ça coûterait... Ah ben non, alors, ok. Donc le fait qu'il y ait des nombres négatifs, la comparaison, en l'occurrence, en termes d'informatique, je rappelez-vous le système de codage, hein, je rappelle, hein, que c'est le bit de poids fort qui contient le signe. Donc, comparer des nombres, en l'occurrence, quand il y en a un positif et négatif, au contraire, c'est même, j'ai envie de dire, plus rapide que comparer 2 nombres entiers qui sont de même signe. Par exemple, hein, on est d'accord Maxime? Donc, rajouter des signes ici, ça ne changera rien. Quand je dis des tableaux de nombres entiers, j'aurais pu tout à fait justement mettre des nombres négatifs dedans. Bon, c'est pas ça qui change. Alors par contre, Arthur, j'ai volontairement... alors les autres, j'aimerais bien avoir d'autres propositions, tiens peut-être. Et pendant ce temps-là, je vais vous faire un petit compliment. Alors vous ne pouvez pas parler, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est pas toujours très pratique pour moi. Mais indépendamment de ça, je trouve que vous êtes, alors déjà très assidu. Alors bon, je vérifie pas tout le monde, hein, mais il y en a un certain nombre qui sont... voilà, bon, je sais pas s'il y en a qui disparaissent ou qui se retournent se coucher pendant le cours, une fois connectés sur Discord. J'ai envie de dire que tant pis pour eux. Voilà, c'est leur problème. Mais bon, pour ceux qui suivent le cours attentivement, déjà, vous êtes très assidus, et 2, malgré le fait que vous ne pouvez pas parler, et en fait, maintenant, j'arrive mieux à vous gérer que ma classe de terminale. Terminale, eux, ils ont tous des micros, mais ils passent tous leur temps à couper les micros, et quand je pose une question, il n'y a personne qui participe, c'est très très compliqué. Alors vous, ça prend un tout petit peu de temps, mais vous répondez toujours à mes questions, et voilà, c'est beaucoup plus dynamique qu'avec les terminales. Bon, avant les vacances, c'était trop dynamique, c'est-à-dire que j'étais surchargé de questions, mais là, on va dire que le contexte est un peu plus favorable. Alors oui Enzo, exactement, et c'est tout à fait la partie commune avec la réponse d'Arthur, c'est exactement ce qui va se passer, à savoir que si c'est trié à l'envers, donc trié à l'envers, ça, tout simplement ça s'appelle l'ordre décroissant, en fait si mon tableau est dans l'ordre décroissant, et c'est là où je vais avoir le pire des cas. Pourquoi? Parce qu'en réalité, à chaque étape, si vous voulez, j'ai le maximum possible de décalage à faire. Je vais prendre l'exemple où, vous voyez, quand je prends mon élément courant 6 ici, pour passer à l'étape suivante, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rien passé. Alors, dans mon tableau, il s'est rien passé, et dans l'algorithme, il y a eu quand même quelques opérations, parce qu'on a dû faire au moins 1 ou 2 tests. Mais vous voyez que ici j'ai très peu d'opérations à effectuer. Donc en fait, le meilleur des cas, je n'en parle pas, mais le meilleur des cas, c'est en fait quand le tableau est déjà trié dans l'ordre croissant, auquel cas, en fait ici, alors je vais faire quand même plein d'opérations, attention, hein, pas croire qu'il ne se passe rien, mais en tout cas, c'est vraiment la partie qui va être la plus intéressante. Donc le pire des cas, c'est justement quand j'ai un maximum de décalage à faire, et systématiquement, l'élément courant, je vais devoir justement le placer en première position, c'est-à-dire dans la case T de 0. Donc, très bien, ça c'est une très bonne réponse.
Alors, je reviens sur le cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement, le pire des cas correspond au cas où mes tableaux sont triés, mon tableau est trié dans l'ordre décroissant. Vous allez me dire, c'est complètement absurde d'avoir un tableau trié dans l'ordre décroissant et de vouloir appliquer un algorithme de tri pour le trier dans l'ordre croissant. Il suffirait d'utiliser une méthode reverse, par exemple, sur les listes. Mais quand on fait de l'algorithmique, on sort justement de ce genre de considération. Le pire des cas, c'est justement, je lui donne ici un tableau qui est trié dans l'ordre décroissant. Alors, maintenant, ce que je dois évaluer, c'est donc la complexité dans ce pire des cas. Alors ici, je vais essayer de faire ce calcul-là. Alors s'il y a des objections, vous pouvez me les donner, parce que, alors je vais pas vous le cacher, hein, mais je vais être honnête avec vous. Quand on fait des calculs de complexité, d'ailleurs on pourrait aller regarder ce que vous m'avez rendu sur Pronote pour le TD de jeudi dernier, mais quand on fait des calculs de complexité, en fait, c'est très compliqué d'obtenir exactement des formules justes. Si vous voulez, on donne un calcul de complexité à faire à 15 personnes, bah vous avez 15 résultats différents. Alors à chaque fois, la classe de complexité est juste, mais voilà, il faut savoir comment on compte les opérations, etc., etc. Alors moi, je vais vous présenter ce que moi je considère, ce que j'ai compté et comment je les ai comptés. Après, si vous avez des objections, vous avez tout à fait le droit de les faire. Bon, alors je reviens à mon calcul de complexité. En réalité, c'est plus facile de raisonner sur ce qui se passe là. À chaque étape, d'accord, ce que je vais devoir faire, c'est donc le maximum justement de décalage. C'est-à-dire que si mon étape, je suis à l'étape I, je vais devoir faire exactement, je vais devoir décaler toutes les cases de t de 0 jusqu'à t de i-1. Ok? C'est-à-dire que, en fait, ici, je vais sortir systématiquement par cette condition-là de la boucle. Donc, je ne vais pas étudier exactement ici. Alors, si, je vais compter le nombre d'opérations, mais le nombre d'opérations que j'ai dans cette boucle, j'en ai combien? Donc j'ai ces deux affectations évidemment, ça c'est pas trop compliqué, ça compte donc deux opérations. Et ici, à chaque passage dans la boucle, j'ai un test ici, j'ai un deuxième test ici, et j'ai un troisième test, en fait si vous voulez, c'est une opération logique, mais j'ai une troisième opération qui est ce et. Donc voilà, moi je compte les choses comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5 opérations. Ok ? Donc j'ai systématiquement dans chaque passage dans cette boucle tant que 5 opérations fois le nombre de passages dans la boucle. Alors attention, donc c'est 5 fois entre parenthèses i-1, je répète, à l'étape i, je décale toutes les valeurs justement, si vous voulez, donc de voilà, t de j-1 ou donc il vaut mieux aller voir justement ce qui se passe là, je pense que c'est un petit peu plus clair. Donc quand je suis à cette étape-là, pour i ici vaut 0, 1, 2, 3, 4, et ben je dois décaler t de 0, t de 1, t de 2 et t de 3. Hein. Donc c'est-à-dire je fais exactement i-1 passage dans cette boucle. Donc, ce que j'obtiens, c'est ce que j'ai écrit ici. Tac, tac, tac. Donc, le pire des cas correspond ici au cas où on doit déplacer le maximum de valeurs à chaque itération. Donc, si je dois déplacer le maximum de valeurs, ça veut dire que, justement, le tableau initial est trié dans l'ordre décroissant. Donc, dans ma boucle tant que, j'ai trois opérations logiques, c'est ce que j'ai écrit, et deux affectations. Soit, dans le pire des cas, je vais faire quoi? Je vais faire 5 fois i-1, opération, et attention, je vais rajouter 3. Pourquoi? Parce que quand j'ai une boucle tant que, enfin si vous voulez, j prend pour valeur j-1, quand j vaut 0, je repasse dans ces trois tests-là, je dois évaluer justement ces trois tests-là avant de sortir de la boucle. Si vous voulez, le fin tant que, c'est un dernier passage dans ce test-là. J est... Alors, vous allez me dire que je pourrais rajouter que 1, parce qu'en fait, une fois que J est égal à 0, je sors, mais par principe, j'ai trois opérations dans le test, donc quand je sors de ma boucle, moi j'en compte... Ouais, alors je pourrais en compter qu'une seule, tiens.
C'est une correction effectivement que je pourrais rajouter. Mais alors après, ça va dépendre de savoir comment ces opérations sont évaluées, hein. Il faut quand même évaluer le et. Donc il faut quand même évaluer le résultat. Donc je vais bien rester sur mes 3 opérations avant d'avoir le résultat de ces 2 trucs-là. Parce que si j'ai un ou, si vous voulez, c'est pas parce que ça est faux que tout l'était faux. Donc je vais compter quand même 3 opérations. Donc 5 fois i-1 plus 3. Un petit coup de calcul, je développe, ça me fait 5i-2. Ok? Donc là, ça me fait moins 5 plus 3, donc ça me fait moins 2 opérations. Donc à chaque passage dans ma boucle, j'ai 5 fois i-2 opérations. Et justement, je vais passer combien de fois dans cette boucle? Eh bien, on effectue ces opérations pour i variant de 1 à n-1. Alors certes, tiens, j'ai pas rajouté cette chose-là. Il faut que je rajoute justement pour chaque passage, donc je vais faire 5 fois ces opérations-là. 5i-2 les opérations, mais j'en ai quand même une et 2 à rajouter ici d'opérations à chaque passage, et même 3. D'accord? Donc ma boucle ici fait 5i-2. Il faut que je rajoute donc 1, 2, 3 opérations. Donc il y a une petite erreur dans mon cours, j'ai oublié ces 3 opérations là. Tac, tac, tac. Donc on effectue ces opérations pour i variant de 1 à n-1. Donc la complexité vaut, alors la complexité je la note c de n pour avoir cette notation fonctionnelle. Donc 5i-2, donc là ici c'est une erreur parce qu'en fait il faut que je rajoute plus 3. Donc tiens, ça va changer les calculs, ce sera beaucoup plus facile. Donc ensuite ici j'ai donc développé, donc là ici hein, je vais remplacer tout de suite ici par plus 1, je corrigerai le cours, hein. D'accord, il me manque l'explication pourquoi ce plus 1. Donc si je développe, ça fait 5 fois la somme de i à n-1 des valeurs i, plus ici, alors en fait, hop, c'est plus une fois n-1, c'est plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, n-1 fois. Donc ici, je ne sais pas quel est votre degré de maîtrise, on va dire, celui de la combinatoire. Si je rajoute 1, là ici, j'ai 5 fois i plus 1 avec i vaut 1. Ensuite, j'ai 5 fois 2 plus 1. Ensuite, 5 fois 3 plus 1. 5 fois 4 plus 1, jusqu'à la dernière valeur, 5 fois n-1. Donc là, je factorise le 5. Ici, pourquoi? Parce que ça me fait apparaître une formule, justement, qu'on a déjà utilisée. C'était la somme des entiers de i à, pas ici n, mais à n-1. Donc je vais réutiliser les formules que j'ai déjà utilisées. Mais ici, j'ai des plus 1. Combien de fois? J'en ai n-1, donc ça fait exactement plus n-1. Ok, donc je vais corriger ici ma formule en direct live. Donc, somme de i est égale à 1 à n-1 des i. Bah, la somme des entiers, c'est nn plus 1 sur 2. Sauf que ici, je remplace le n par n-1. Donc, ça me fait du n-1 sur 2. Et ici, il faut que je corrige, c'est plus n-1. Tac, tac, tac. Donc je vais développer en fait cette expression. C'est un polynôme du second degré en réalité cette expression. Donc j'ai 5 demi de n carré. Le n fois n ça me donne du n carré, le 5 demi. Là je vais développer, ça fait moins 5 demi de n. Mais ici c'est pas ça, c'est plus n moins 1. Tac. Voilà, donc j'ai juste c'est un changement de coefficient, hein, mais bon. Et donc, il faut que je corrige l'expression terminale. J'ai moins 5 demi, donc là ça fait plus de demi, donc ça me fait du moins 3 demi. Ça, c'est pas trop compliqué à corriger. Zut. Voilà, moins 3 demi de n. C'est ça, et à la fin, il me reste moins 1. Voilà. Alors notez que, au passage, vous voyez, ça n'a pas changé grand-chose sur le type de fonction. Je reviens sur votre question Enzo sur les classes de complexité. J'ai toujours un polynôme du second degré. Et parce que j'avais oublié ces trois opérations, donc évidemment c'est pas la même expression en termes justement de fonction, c'est pas la même fonction, mais en termes de, on va dire que quand n devient grand, quel est le terme qui est important ici? Bah, c'est ce 5 demi de n carré.
Et donc on dit que le tri par insertion est un algorithme quadratique. D'accord? Notez que la partie linéaire ici, hein, la fonction affine, moins 3 demi de n moins 1 ici n'est pas très importante parce que quand n devient grand, alors vous aurez, je répète, alors ça se démontre hein, ici d'ailleurs, mais c'est plutôt du programme de la classe de terminale de démontrer et de calculer des limites, y compris sur des suites. Donc pour l'instant je ne le démontre pas. Quoi qu'il en soit, l'algorithme de tri par insertion est un algorithme quadratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai un tableau de taille 10, en gros, c'est pas exactement ça, mais je dois effectuer de l'ordre de 100 opérations pour pouvoir trier justement mon tableau dans le pire des cas, c'est-à-dire un tableau qui est trié dans l'ordre décroissant au départ. Ok. Alors donc je rajouterai quelques phrases ici. A priori j'ai corrigé la plupart des coquilles du cours. Je vous le donnerai en remplissant le cahier de texte. Alors ça ne sera peut-être pas fait aujourd'hui, on va dire d'ici ce soir. Ce sera fait. Ce ne sera pas fait instantanément parce que j'ai un cours à 13h30 avec les terminales et donc il faut que j'aille manger et j'aurai pas le temps du coup de faire ça entre les deux. Alors, y a-t-il des questions encore sur ce que je viens de raconter? Non, ok. Bon, par contre, je vous mettrai la vidéo, ça c'est assez rapide. Non. Alors, je vais poser une question, tiens. Qui... Bon, Timothée, je pense que vous avez compris à qui je faisais référence. Vous êtes prié d'ailleurs de fournir les informations, enfin voilà, à la personne en question. J'ai une question, est-ce que dans ce que j'ai raconté, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment à l'aise là-dessus, ou qui ont tout compris? Non. Alors, c'est une réponse honnête, hein. S'il y en a un qui répond oui, ah, Arthur est en train d'argumenter visiblement parce que ça prend du temps. Je suis pas particulièrement à l'aise. Ok, non, mais c'est plutôt normal, Arthur, hein. Alors, je vais faire un petit commentaire, tiens d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, alors vous avez déjà fait vos choix de spécialité, mais au troisième trimestre, vous avez encore la possibilité de enfin, pas la possibilité de changer, hein, parce que en fait, bon, il faut quand même se méfier. J'ai pas, et puis j'ai envie que vous restiez en NSI, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, alors c'est pour ça que on va jeudi, on va faire des petits exercices, on va faire tourner ça. Donc ce sera TP, TD, etc. On va vraiment, l'objectif, c'est de faire des choses beaucoup plus concrètes. Mais je vais pas vous cacher quand même que si vous continuez la spécialité de NSI l'année prochaine en terminale, alors ce sera difficile, ça c'est une évidence. Quoi qu'il arrive, de toute façon, c'est des choses que vous devrez voir un jour dans votre vie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'année prochaine, je vais parler de choses également par rapport à ce que je raconte, d'un niveau encore au-dessus. Donc ce sera vraiment très très, très théorique. Je ne vous cache pas que ça ne m'enchante qu'à moitié, pas parce que c'est pas intéressant, bien au contraire, hein, c'est des domaines qui sont très très intéressants, mais de l'enseigner, c'est autre chose. Bon, on verra ça l'année prochaine, j'essaierai de trouver, je pense qu'il y a moyen de faire des choses intéressantes, mais bon voilà. Donc la partie algorithmique qu'on va voir est beaucoup plus théorique, et je vais essayer quand même de vous faire pratiquer ces choses-là, voilà, histoire que la pilule passe à peu près. Bon, ceci dit, venant des maths, on a quand même l'habitude, parce que quand on fait des cours de maths, c'est à peu près ce qui se passe tous les jours. Voilà, donc j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc je vais couper le stream.
Je vais arrêter ma vidéo. Tac, tac, tac.